Bonjour la beauté. En Californie, les jumeaux David et Jennifer passent leur journée de façon bien différente. Jennifer est une fille populaire et sort avec tous les garçons qu'elle veut. Pendant ce temps, David est plus timide et observe sa passion de loin, imaginant comment ce serait de lui parler. Il aime passer ses soirées à la maison à regarder une sitcom en noir et blanc des années 50 appelée Pleasantville, au point qu'il peut réciter toutes les répliques de mémoire. Parfois, il entend sa mère divorcée se disputer avec son père à propos de la garde, mais David se contente d'augmenter le volume de la télé au lieu d'offrir son soutien. Un soir, après que leur mère soit sortie, Jennifer veut regarder une émission avec son rendez-vous qui est sur le point d'arriver, tandis que David veut suivre le marathon de Pleasantville. Les jumeaux se disputent pour la télécommande, qui tombe par terre et se casse. Soudain, la sonnette retentit et Jennifer va ouvrir. Elle trouve un réparateur qui prétend être venu pour réparer la télévision cassée. Jennifer le laisse entrer, mais elle se demande comment il était au courant du problème, puisque personne ne l'avait appelé. Elle remarque aussi que sa camionnette a un style très rétro. Alors que des éclairs commencent à illuminer le ciel dehors, le réparateur sort une télécommande à l'apparence étrange et la donne à David en disant qu'elle est dotée d'un peu plus de puissance. En partant, il mentionne le rendez-vous de Jennifer sans expliquer comment il était au courant. Ensuite, David allume la télévision avec cette télécommande étrange. Louis et Jennifer recommencent à se disputer pour son contrôle, au même moment où deux adolescents de Pleasantville se disputent un livre. Tout à coup, la télécommande brille et les jumeaux sont transportés à l'intérieur de la télévision. Ils font maintenant partie d'un monde en noir et blanc, et même leurs vêtements et coiffures ont changé pour s'adapter aux personnages. À ce moment-là, George, le père de la série, leur rappelle qu'il est l'heure d'aller à l'école. Il semble que les jumeaux aient vraiment pris la place des enfants de la série et les autres personnages les appellent même par leur nom fictif. Le réparateur de la télévision apparaît et dit à Jennifer et David qu'ils sont un miracle et que tout cela se produit grâce aux connaissances encyclopédiques de David sur la série. Il leur montre aussi que dans le monde réel, le rendez-vous de Jennifer arrive chez eux mais repart en insultant Jennifer quand personne ne répond. Les jumeaux exigent de retourner chez eux, mais le réparateur se vexe parce qu'il ne semble pas apprécier son cadeau, puis il disparaît. Après avoir caché la télécommande, leur mère, Betty, les force à prendre un petit déjeuner énorme et plein de nourriture grasse. Ensuite, ils partent pour l'école et David reconnaît tous les personnages de la série. Jennifer commence à paniquer, mais David insiste pour qu'ils suivent le script jusqu'à ce que le réparateur revienne. Tout à coup, un camion de pompiers apparaît. Un groupe de 5 pompiers descend, mais ils ne sont là que pour sortir un chat d'un arbre. Tandis que Jennifer se plaint de la situation, un lycéen nommé Skip la salue. Jennifer l'apprécie immédiatement et devient enthousiaste à l'idée d'aller à l'école. Plus tard, en cours de géographie, le professeur explique aux élèves qu'il y a très peu de rues dans la ville. Jennifer demande ce qu'il y a au-delà de Pleasantville, ce qui plonge tout le monde dans l'incompréhension. Le professeur répond seulement que la fin de la rue principale est le début de celle-ci à nouveau. Pendant ce temps, David s'entraîne avec l'équipe de basket. Il avait l'habitude d'être mauvais dans les sports, mais ici, il réussit tous ses tirs sans problème. Tous les membres de l'équipe marquent aussi à chaque fois, confirmant que cet endroit suit la logique d'une série télévisée. Ensuite, Skip s'approche de David pour lui demander s'il devrait inviter Jennifer à sortir. David reconnaît cela comme le début d'un épisode et dit à Skip qu'il devrait attendre. Skip est contrarié et rate son prochain tir, laissant tout le monde sous le choc. Réalisant que des décisions hors personnage peuvent perturber ce monde, David court dire à Jennifer qu'elle doit sortir avec Skip. En échange, Jennifer raconte combien sa journée a été étrange. Tous les livres sont vides et lorsqu'elle essaie de brûler un mouchoir en papier, il ne prend pas feu. Cela explique pourquoi les pompiers ici ne sauvent que des chats. À ce moment-là, les amis de Jennifer arrivent en riant et disent que Skip prévoit de l'inviter à sortir et de lui offrir son broche. Jennifer finit par accepter de jouer le jeu. Plus tard, à la maison, Jennifer se prépare pour son rendez-vous avec Skip et commente les vêtements conservateurs qu'elle porte. David lui dit de ne pas s'inquiéter car les gens ne font pas de choses osées dans ce monde, ce qui la déçoit. Ensuite, David court à son travail dans le diner où son patron Bill l'accueille. Comme David est en retard, Bill lui dit qu'il a nettoyé le comptoir en ne sachant pas quoi faire d'autre. David arrête Bill et lui explique qu'il peut faire des frites même si David n'a pas encore mis les
serviettes. Le soir, le diner se remplit d'adolescents, y compris Skip et Jennifer lors de leur rendez-vous. Skip veut prendre son temps et est nerveux à l'idée de tenir sa main, ce qui ennuie Jennifer au point qu'elle va aux toilettes pour faire une pause. À sa grande surprise, il n'y a pas de toilette. Ses amis arrivent peu après, excités par la possibilité que Jennifer finisse au Lover's Lane avec Skip. Maintenant qu'elle connaît cet endroit, Jennifer retourne à la table et dit à Skip de l'y emmener. Le couple part dans la voiture de Skip et David devine immédiatement les intentions audacieuses de sa sœur, mais il ne peut pas les arrêter. Au Lover's Lane, Jennifer séduit un Skip très nerveux et le convainc d'aller de l'avant. Skip est confus car son corps n'a jamais réagi ainsi auparavant. Alors Jennifer lui explique que c'est normal et finit par lui faire vivre sa première fois. Pendant ce temps, Bill se rend chez David pour lui dire qu'il a fermé le diner tout seul, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Bill commence à expliquer qu'il se sent fier d'être spontané pour la première fois. Mais il se fige quand Betty passe et le salue. Il devient clair que tous deux sont attirés l'un par l'autre. Plus tard, Skip ramène Jennifer chez elle et David s'inquiète de son apparence différente. En partant, Skip est choqué de voir qu'une rose dans le jardin est véritablement rouge. Le lendemain, David cherche le réparateur à la télévision, mais ne trouve rien d'autre que la chaîne météo, qui prévoit toujours du beau temps. Plus tard, pendant l'entraînement de basket, David voit Skip raconter à ses amis ce qu'il a fait avec Jennifer. Lorsqu'il lance la balle, tous ratent leur tir. Inquiet, David va voir Jennifer et lui dit qu'elle est en train de chambouler cet univers. Jennifer, cependant, fait remarquer que les gens ici n'étaient pas vraiment heureux avant. À cet instant, une fille passe en mâchant un chewing-gum rose, montrant que l'idée de Jennifer se répand. Rapidement, des dizaines de couples se rendent au Lover's Lane pour faire des choses interdites. Cela commence à transformer la ville petit à petit. L'équipe de basket devient moins performante. Le magasin de meubles commence à vendre des lits doubles. Et de plus en plus de personnes commencent à voir des couleurs ici et là. David continue de chercher le réparateur à la télévision, mais sans succès. Un soir au dîner, David remarque que les adolescents sont beaucoup plus libres qu'avant, s'embrassant ouvertement et écoutant du rock and roll. Il trouve également Bill caché derrière le comptoir parce qu'il n'a plus de cheeseburgers et fait une crise existentielle, disant qu'il déteste son travail. David lui fait remarquer que personne n'aime tout ce qu'il fait et Bill trouve cela très triste. Bill admet que son moment préféré est Noël, quand il peut peindre des fresques différentes. Bill prend un livre rempli de photos et montre à David tous les fresques qu'il a peintes et elles sont vraiment impressionnantes. Pendant ce temps, dans le salon de coiffure, George et ses amis discutent du fait que l'équipe de basket perd, mais le maire Bob arrive et dit que c'est impossible car l'équipe ne perd jamais. Chez elle, Betty joue aux cartes avec ses amis. L'une des femmes mentionne que la langue de sa fille est devenue rose et que la couleur s'est étendue à ses lèvres. Une autre femme dit avoir vu une voiture verte devant la glacière. Pendant que Betty écoute, elle prend les cartes et est choquée de voir qu'elles sont colorées. Plus tard, Betty demande à Jennifer ce qui se passe au Lover's Lane et Jennifer lui enseigne les choses de la vie. Betty n'en croit pas ses oreilles et dit que George ne ferait jamais une telle chose. Jennifer lui montre alors comment faire avec sa main. Peu après, alors que George est au lit, Betty prend un bain et suit les instructions de Jennifer. Elle adore la sensation et lorsqu'elle atteint le climax, la salle de bain prend des couleurs et l'arbre dehors prend feu. En voyant cela, David court à la caserne de pompiers en criant « Feu !» mais personne ne réagit. Alors il crie « Tcha !» et les pompiers accourent chez lui. Une fois sur place, ils ne savent pas quoi faire face au feu. David prend alors le tuyau du camion et éteint les flammes sous les yeux des voisins. Le lendemain, David reçoit une médaille pour son héroïsme. Après la cérémonie, Margaret lui donne des cookies faits maison, ce qui choque David, car dans la série, elle préfère un autre garçon. En chemin vers le diner, David voit un couple qui s'embrasse, entièrement coloré désormais. À l'intérieur, il trouve davantage d'adolescents colorés écoutant du jazz, mais tous se figent en voyant David. Ils veulent savoir comment il a su éteindre le feu. David explique que c'est ce que les pompiers font là d'où il vient. Le groupe lui demande où il vivait et ils sont effrayés quand David dit qu'il habitait en dehors de Pleasantville. David commence à raconter des histoires du monde extérieur et un adolescent se souvient d'une rivière mentionnée dans Huckleberry Finn. Il prend le livre qui n'est plus vide. Jennifer explique qu'en racontant l'histoire du livre aux autres, les pages ont commencé à se remplir mais se sont arrêtées au milieu parce qu'elle n'a jamais fini sa lecture. Les adolescents demandent à David de raconter la fin du livre et lorsqu'il le fait, les pages restantes se remplissent également.
Enthousiastes, les adolescents apportent d'autres livres et David les complète. Rapidement, de longues files d'adolescents apparaissent dans la bibliothèque, impatients d'emprunter plus de livres. Les hommes du salon de coiffure commencent à s'inquiéter de tous ces changements dans les traditions. Bob n'aime pas non plus la direction que prennent les choses. Il rend visite à George pour se plaindre de choses comme les lits doubles et les gens qui quittent leurs emplois. Ensuite, Bob invite George à rejoindre la chambre de commerce de Pleasantville et George accepte avec joie. Pour célébrer, George appelle Betty pour qu'elle prépare des collations, mais elle ne vient pas. David se propose pour aller la chercher et la trouve en train de pleurer dans la cuisine car elle est devenue colorée. Craignant d'être jugée par son mari, David prend son maquillage et l'aide à paraître grise à nouveau. Ainsi, Betty peut sortir car George n'a jamais cessé de l'appeler au lieu de venir lui-même. Le lendemain, au diner, David donne à Bill un livre sur des peintures célèbres. La vue de tant de beauté bouleverse Bill, qui dit qu'il ne pourra jamais peindre de cette manière, car il ne peut pas voir les couleurs. Peu après, David invite Margaret à sortir et elle accepte. Sautant de joie, David rentre chez lui et est choqué de voir le réparateur à la télévision. Le réparateur envisage de renvoyer les jumeaux, car ils changent trop de choses, mais David éteint simplement la télévision. David va ensuite voir Jennifer et est surpris de la trouver en train de lire D.H. Lawrence. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a toujours pas pris de couleur. David suggère que ce n'est peut-être pas seulement en faisant des choses interdites que cela se déclenche. Quelque temps plus tard, David et Margaret se rendent au Lover's Lane pour un rendez-vous. Presque tout dans cette zone est coloré et la majorité des couples y lisent ensemble tout en prenant leur couleur. David partage quelques histoires sur le monde extérieur et Margaret le nourrit avec des fruits qu'elle a cueillis, allant même chercher une pomme fraîche sur un arbre. Pendant ce temps, Betty marche dans la ville et remarque une grande peinture sur la fenêtre du diner. Elle entre et trouve Bill en train de peindre dans de nouveaux styles. Il l'invite à regarder ses œuvres et lui montre une célèbre peinture tirée du livre. Lorsque Betty remarque que la femme sur la peinture pleure, elle se met aussi à pleurer et, sans le vouloir, efface un peu de son maquillage. Effrayée, elle essaye de partir, mais Bill l'arrête parce qu'il veut voir sa belle couleur et efface davantage de maquillage. Chez elle, Jennifer est toujours en train de lire lorsqu'elle remarque qu'elle a froid et met un pull. Elle se rend compte aussi qu'elle a du mal avec les mots et met ses lunettes. C'est comme si elle se transformait lentement en une habitante locale. À ce moment-là, Skip lance des petits cailloux à la fenêtre de Jennifer pour lui rappeler leur rendez-vous secret. Mais Jennifer dit qu'elle est occupée à étudier et le renvoie. Quelques minutes plus tard, des éclairs apparaissent pour la première fois en ville. George rentre chez lui en appelant Betty, mais elle n'est pas là et n'a pas préparé le dîner. Au diner, Bill est en train de peindre Betty. Quand elle se lève pour observer l'orage, elle regarde le travail de Bill et est surprise par le résultat. Au Lover's Lane, il commence à pleuvoir très fort et tout le monde est effrayé, courant se réfugier sous un kiosque. David explique que la pluie n'est pas dangereuse et sort marcher sous l'averse en riant de l'expérience. Au même moment, George sort également sous la pluie, frustré parce que sa routine est ruinée. Ne sachant que faire d'autre, il se rend au bowling où Bob et les autres hommes sont horrifiés d'entendre son histoire. L'un des hommes montre une brûlure de fer sur le dos de sa chemise, expliquant que sa femme est aussi distraite. Tous les hommes détestent perdre le contrôle sur leur femme et conviennent de s'unir pour lutter contre les changements dans la ville. Au diner, Bill et Betty s'embrassent. Le lendemain matin, le premier arc-en-ciel apparaît au-dessus de Pleasantville. Bill et Betty se réveillent pour découvrir qu'ils sont complètement colorés, tout comme le dîner. Chez elle, Jennifer a également gagné des couleurs. Margaret se réveille au Lover's Lane et est colorée elle aussi, mais malheureusement, David reste encore en noir et blanc. Peu après, une réunion est annoncée en ville pour discuter des changements. George essaie d'emmener Betty à la réunion, mais elle refuse. Une dispute éclate, George affirmant que la couleur est temporaire et qu'une femme doit toujours avoir le dîner prêt pour son mari. Mais Betty est fatiguée. Elle lui dit qu'elle a déjà préparé quelques repas pour lui et lui apprend comment les réchauffer au four avant de partir. Pendant ce temps, David offre à Margaret son premier parapluie, qui était autrefois un accessoire de théâtre. À ce moment-là, un garçon arrogant passe en voiture et rappelle au couple la réunion en se moquant de Margaret parce qu'elle est colorée. Lors de la réunion, le maire Bob aborde les préoccupations des habitants concernant les couleurs et dit qu'ils doivent décider ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas en proposant de garder ces catégories séparées. Au diner, Bill efface sa fresque de la fenêtre avant de voir Betty
arriver avec une valise. Le lendemain, de nombreuses boutiques commencent à afficher des pancartes disant « Interdit aux colorés ». Une foule se rassemble devant le diner, choquée de voir la fresque sur la fenêtre, qui est une peinture de Betty nue. Après avoir vu la fresque, David passe devant le magasin de télévision et voit le réparateur à l'écran. Celui-ci veut renvoyer David dans son monde, mais David refuse et s'éloigne. Soudain, il voit un groupe de lycéens harceler Betty, alors il court la défendre et donne un coup de poing à l'un des garçons. Terrifiés, car ils n'ont jamais vu de violence avant, les garçons s'enfuient pendant que David découvre qu'il est enfin devenu coloré. Betty le serre dans ses bras pour le féliciter. De retour à la fresque, la foule crie de colère et un homme lance une pierre brisant la fenêtre. La foule s'enflamme et la violence se propage avec de plus en plus de personnes attaquant le diner. D'abord, ils détruisent seulement la façade, mais bientôt ils envahissent et commencent à détruire les meubles, les provisions et d'autres peintures. Cette nuit-là, les l'église commence à brûler des livres en signe de protestation. Skip veut brûler le livre de Jennifer, mais elle le lui arrache des mains et s'enfuit. Elle croise David et d'autres filles et ensemble, ils se rendent au diner où ils trouvent Bill en train de tout remettre en ordre. Le groupe offre immédiatement son aide. Peu après, Bob organise une autre réunion dans la salle de la ville. Il dit aux citoyens qu'ils doivent établir un code de conduite pour la ville. Plus tard, David lit les nouvelles règles pour les colorés au diner. Ces règles interdisent le vandalisme et encouragent le bon comportement, mais elles annoncent aussi la fermeture du Lover's Lane et de la bibliothèque publique. Des choses comme le rock, le jazz, les parapluies, les grands lits et les peintures colorées sont également interdites. Tout le monde est contrarié et a peur de mettre en marche le jukebox, mais David le fait quand même et rappelle à tous qu'ils doivent se battre pour leurs droits. Ce soir-là, les colorés dorment dans le diner. David promet à Bill qu'il peindra à nouveau et tous deux ont une idée. Le lendemain, le livreur de journaux est surpris de trouver David et Bill dormant sous une fresque colorée montrant diverses interdictions de la ville, comme des couples qui s'embrassent ou des livres brûlés. Une foule se rassemble rapidement pour exprimer son indignation, ce qui conduit à l'arrestation de David et Bill. Un peu plus tard, George rend visite à David en prison tout en mangeant des olives directement dans le bocal. Il explique que Betty l'a quitté il y a 3 jours et qu'il a perdu la notion du temps parce que sa routine a été bouleversée. George se demande ce qui a mal tourné et David lui répond que rien n'a mal tourné, c'est juste que les gens changent. Lors du procès de David et Bill, ils sont accusés d'avoir intentionnellement utilisé des couleurs de peinture interdites. David demande un avocat, mais Bob dit qu'ils n'en utiliseront pas afin de garder les choses agréables. Furieux, David commence un discours sur les choses importantes de la vie, soulignant qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et blancs et les colorés. Il demande à George s'il ressent un manque au-delà de la propreté et de la nourriture, le faisant regarder Betty. En pleurs, George fixe Betty et admet qu'elle est plus belle que jamais, ce qui le fait gagner des couleurs. Tandis que David continue de parler de l'importance d'exprimer ses émotions, d'autres personnes dans le tribunal deviennent colorées aussi. Bob est furieux, mais David le provoque jusqu'à ce qu'il perde son sang-froid et devienne coloré à son tour. Tout le monde est choqué et Betty tend un miroir à Bob pour qu'il fasse face à la vérité. Horrifié, Bob s'enfuit, mais quelqu'un dans la salle appelle tout le monde à sortir. La foule court dans la rue et découvre avec plaisir que toute la ville est désormais pleine de couleurs vives. Après que Margaret ait embrassé David, il se rend au magasin de télévision et voit qu'il montre enfin des images du monde extérieur, également en couleur. Plus tard, Jennifer annonce à David qu'elle va rester dans ce monde pendant un certain temps, avec l'espoir d'aller à l'université ici. David promet de revenir la voir bientôt et ils s'embrassent. Après que Jennifer soit partie en bus, David rentre chez lui et Margaret lui demande de ne jamais l'oublier en lui offrant un sandwich. Betty lui offre un cardigan et lui dit qu'elle est fière de lui. Ensuite, les femmes le regardent utiliser la télécommande pour finalement revenir dans son monde. De retour dans le salon, le marathon de Pleasantville est sur le point de commencer. Mais David éteint la télévision et va voir comment va sa mère, qui pleure dans la cuisine. Elle partage ses préoccupations et David lui donne quelques conseils, la surprenant par sa sagesse. À Pleasantville, la vie est désormais pleine de couleurs et de changements. Betty et George sont assis sur un banc et discutent de leur avenir et Bill les rejoint bientôt. Et ainsi se termine Pleasantville, film de comédie et de drame de 1998. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.